Le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse est une banque suisse fondée en 1856 à Zurich. Elle possède des bureaux dans tous les principaux centres financiers du monde et fournit des services de banque d'investissement, de banque privée, de gestion d'actifs et de services partagés. Il est connu pour sa stricte confidentialité bancaire et son secret bancaire. Le Conseil de stabilité financière considère qu'il s'agit d'une banque d'importance systémique mondiale. Son histoire remonte à la création de la Schweizerische Kreditanstalt, plus connue sous le nom de SKA, une banque établie pour financer l'expansion du réseau ferroviaire suisse. En 1895, SKA a fusionné avec Toggenburger Bank pour former le Crédit Suisse. Au cours des années suivantes, Crédit Suisse a connu une croissance rapide et a établi des filiales dans diverses parties du monde. Pendant la Première Guerre mondiale, la banque a aidé à financer les efforts de guerre en Suisse tandis qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle a aidé les réfugiés juifs en Suisse. Dans les années 1980 et 1990, Crédit Suisse s'est développé dans les services de la banque d'investissement avec l'acquisition de la First Boston Corporation et Donaldson, Lufkin et Jenrette aux États-Unis. Au début des années 2000, la banque a entrepris une refonte de ses activités pour se concentrer sur la banque privée et la gestion de fortune. De sa création jusqu'à la crise financière mondiale, Crédit Suisse a été un modèle pour les autres banques. C'est l'une des banques qui enregistre le moins de pertes après la crise des subprimes. La crise des subprimes est une crise financière qui a touché les États-Unis en début juillet 2007 et qui se diffuse dans le monde entier. Les subprimes sont des prêts immobiliers dont le taux d'intérêt varie en fonction de la valeur du bien qu'ils ont permis d'acheter. Plus celui-ci vaut cher, plus les intérêts que paie l'emprunteur sont bas. Quand le bien perd sa valeur, le taux d'intérêt augmente. Or en 2007 la valeur des biens immobiliers s'effondre aux États-Unis, le taux d'intérêt augmente considérablement et des milliers d'Américains ne peuvent plus rembourser leurs emprunts. Ainsi en 2008, lors des résultats du premier trimestre, Crédit Suisse évalue le coût de la crise des subprimes à 10 milliards de francs suisses depuis l'été 2007. L'ardoise reste faible comparée à celle du BS qui aurait atteint 40 milliards et qui devrait être sauvée par la Confédération de la Banque nationale. Crédit Suisse accueille des investisseurs qataris pour se recapitaliser. Après s'être en sorti comme un héros de la crise des subprimes, car de sa création jusqu'à la crise de 2008, son capital n'a fait qu'augmenter et il a été d'une grande aide pendant les deux guerres mondiales et a soutenu le projet d'extension du réseau ferroviaire suisse. Au regard de tous ces exploits, la question qu'on se pose est de savoir comment Crédit Suisse arrive à faire faillite 15 ans après les subprimes. Que s'est-il réellement passé pour l'une des plus grandes banques suisses ? La descente aux enfers de Crédit Suisse ne s'est pas faite en une année. Crédit Suisse a connu beaucoup de scandales et a été mêlé à beaucoup de problèmes liés à la fraude et au blanchiment d'argent et surtout à une succession de mauvais dirigeants. Tous ces scandales ont chacun contribué à leur façon à l'effondrement de la banque. Suivons de façon chronologique la descente aux enfers de Crédit Suisse. Tout commence le 16 décembre 2009 lorsque Crédit Suisse accepte de payer 536 millions de dollars d'amende aux États-Unis et à l'État de New York pour régler les accusations de violation des lois fédérales et étatiques relatives aux transactions avec des pays soumis aux sanctions économiques américaines. En fait, Crédit Suisse a effectué des paiements illicites vers des pays soumis à des sanctions américaines, dont l'Iran. Le gouvernement américain et New York se sont partagé l'amende à parts égales, 268 millions de dollars chacun. Cette amende dépasse largement les sanctions, 350 millions de dollars, infligés le 9 janvier 2009 à Lloyd TSB Bank plc du Royaume-Uni par le gouvernement américain et New York pour un comportement similaire. Pourquoi un aussi grand écart dans la somme à payer pour les mêmes délits ? On se rend compte que Lloyd TSB Bank plc a également traité avec l'Iran et le Soudan mais sa sanction est inférieure de 164 millions de dollars à celle de Crédit Suisse. Les sanctions décrétées par les États-Unis et appliquées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers l'OFAC, Office of Foreign Assets Control, imposent essentiellement des embargos commerciaux interdisant aux citoyens et aux entités des États-Unis d'entretenir des relations commerciales ou économiques avec les cibles de sanctions et gèlent les avoirs des cibles qui sont détenues au sein d'établissements financiers américains. Les États-Unis imposent deux catégories de sanctions.
Les sanctions principales. Elles interdisent directement le commerce ou gèlent les avoirs d'un pays ciblé ou d'une personne visée. Les sanctions principales s'appliquent à tous les citoyens et résidents permanents américains ainsi qu'aux entités implantées aux États-Unis. Les sanctions secondaires. Elles interdisent aux personnes étrangères d'effectuer des transactions avec des pays tiers, notamment l'Iran, la Russie et la Corée du Nord. Les sanctions secondaires visent à empêcher les personnes non américaines de s'engager dans des activités susceptibles de nuire aux intérêts de la sécurité des États-Unis. Crédit Suisse a enfreint une sanction principale des États-Unis en collaborant avec les pays soumis aux sanctions économiques américaines, raison pour laquelle elle écope de cette amende. Après l'amende payée par Crédit Suisse au gouvernement américain et de New York, Crédit Suisse accueille à sa tête le germe de sa propre destruction. En 2011, Ur Rohner, avocat, homme d'affaires et banquier suisse, devient président du conseil d'administration de Crédit Suisse. Pendant son règne, Crédit Suisse n'a fait que s'enfoncer dans le gouffre. Entre détournement de fonds, fraude fiscale et pots de vin, les 10 années de règne d'Ur Rohner ont été rien d'autre qu'une succession de désastres, l'amenant progressivement à sa chute. Présentons quelques faits négatifs qui ont marqué le règne de Rohner. En 2014, Crédit Suisse avait versé une amende de 2,8 milliards de dollars aux États-Unis pour avoir aidé de riches Américains à échapper à la fiscalité contre une promesse de non-poursuite. Crédit Suisse aidait les citoyens américains à cacher de l'argent dans les comptes offshore afin qu'ils ne payent pas les taxes. Après cela, Crédit Suisse a promis ne plus être mêlé à ce type de fraude. Une promesse de non-poursuite est une convention qui a pour objet de mettre fin définitivement à l'ensemble des relations juridiques entre parties, ainsi d'ailleurs qu'à tout autre litige qui pourrait exister à l'heure actuelle entre parties, chaque partie se désistant intégralement de ses prétentions sans aucune réserve de quelque nature que ce soit, tout comme elle renonce à toute revendication future qui pourrait résulter du litige entre parties. Après quelques temps de repos, l'affaire dite des « obligations de thon », en anglais « Tuna Bond » au Mozambique éclate en 2016. Des employés de la banque sont accusés d'avoir fait des prêts secrets à hauteur de 2 milliards de dollars, où eux-mêmes et des fonctionnaires mozambicains se seraient servis en pot de vin. Les prêts étaient destinés à financer des contrats entre les entreprises publiques et un constructeur de navires basé au Liban et aux Émirats arabes unis, Privinvest, entre 2013 et 2016 pour 3 projets maritimes. Ces projets visaient à renforcer la sécurité maritime et à développer l'industrie de la pêche du Mozambique. Le Crédit Suisse paiera 275 millions de dollars aux régulateurs américains et 147 millions de livres sterling à l'autorité de conduite financière, CAF, pour régler l'affaire. Les régulateurs britanniques ont déclaré que le chiffre aurait été plus élevé si le prêteur n'avait pas accepté d'annuler une dette de 200 millions de dollars due à la banque par le Mozambique. En 2017, Crédit Suisse a payé une amende de 5,28 milliards de dollars pour la vente de titres adossés à des créances hypothécaires pendant la crise financière de 2008. Dans le règlement, la banque a admis qu'elle savait qu'elle vendait des prêts susceptibles d'échouer. Elle a perdu 536 millions de dollars en 2009 pour avoir enfreint la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale. C'est la fin des subrimes. En 2018, l'ancien gestionnaire de Crédit Suisse Tidjane Thiam, jugé pour avoir siphonné 143 millions de francs sur les comptes du multimilliardaire géorgien Bidzina Ivanishvili et s'être enrichi de quelques 30 millions de francs suisses à l'aide de commissions ou versements d'Indus, a été condamné à 5 ans de prison. Mais après plusieurs procédures et une enquête confiée à un cabinet externe, il en ressort qu'il y a eu des déficiences dans le contrôle du risque à Crédit Suisse et la condamnation de Tidjane est annulée. En fin mars 2022, un tribunal des Bermudes a donné raison à Bidzina Ivanishvili, obligeant la banque à lui payer plus d'un demi-milliard de compensation. En 2019, on découvre que Crédit Suisse a fait suivre plusieurs de ses employés et ex-employés. C'est le début du scandale des filatures qui aboutira au départ de Tidjane Thiam, directeur général entre 2015 et 2020 et de Pierre-Olivier Bouet, chef de la sécurité à Crédit Suisse. Ils sont accusés d'avoir engagé des enquêteurs privés pour suivre la balle qu'un ancien directeur à la gestion de fortune à Crédit Suisse, et son épouse afin de s'assurer qu'il n'essayerait pas de débaucher le personnel après son départ pour UBS. Après plusieurs investigations, on découvre que le PDG n'était pas au courant des mesures prises et de tout ce qui se passait dans la structure dont il était à la tête. Le président du conseil d'administration le confirme lors d'une interview que Tidjane Thiam n'était au courant de rien. Le bilan de règne reste positif à sa démission en 2020. Il sera remplacé par Thomas Gottstein, ancien directeur de l'entité suisse de l'établissement qui restera, lui, à peine 2 ans à la tête de la deuxième banque suisse. En décembre 2020, le ministère public de la Confédération accuse le Crédit Suisse dans une affaire de blanchiment et de trafic de stupéfiants d'une organisation bulgare.
La banque sera condamnée en juin 2022, une première pour un établissement d'une telle taille, même si l'amende est modeste, 2 millions de francs suisses. C'est la fin du mandat d'URSS Rohner. Le mandat de Rohner a été très néfaste pour Crédit Suisse car pendant son mandat, le cours de l'action de Crédit Suisse a perdu 75% de sa valeur, laissant la banque engloutie dans divers scandales et s'excusant par la suite pour sa mauvaise performance lors de la dernière assemblée des actionnaires. Il a détourné plus de 40 millions de francs suisses mais lorsque les États-Unis enverront une demande pour différé fiscal, il dira qu'il est « blanc comme neige ». Rohner est considéré comme l'un des pires présidents du secteur bancaire suisse. Il est secondé à la direction générale par Brady Dougan, banquier américain et directeur général d'Exo, arrivé à son poste 4 ans plus tôt et qui a passé la majeure partie de sa carrière dans la banque d'investissement. En 2021, Antonio Horta Osorio prend la tête du conseil d'administration de Crédit Suisse et sous sa gouvernance, Crédit Suisse annonce la suspension de 4 fonds, dans lesquels 10 milliards de dollars ont été investis, liés à Greensill, une société britannique qui s'appuie sur des montages financiers complexes afin de prêter de l'argent aux entreprises pour payer leurs factures. Un assureur de Greensill refuse de renouveler les contrats avec le Crédit Suisse. La banque ne peut plus calculer la valeur des fonds et amorce leur liquidation. Greensill fait faillite, faisant vaciller les entreprises qui en dépendent pour leur trésorerie. Sa faillite se répercute aussi sur ses créanciers, dont le géant japonais SoftBank. Crédit Suisse se lance dans une bataille pour récupérer les sommes investies dans ses fonds et rembourser les souscripteurs. 4 semaines après, le fonds américain Archegos ne peut plus réinjecter d'argent pour couvrir ses investissements dans des produits dérivés, ce qui déclenche une vente massive d'actions à Wall Street. Plusieurs grandes banques sont touchées. Crédit Suisse est la plus affectée, à hauteur de quelques 5 milliards de dollars. Plusieurs enquêtes et procédures sont en cours. Celle de la FINMA a révélé que Crédit Suisse avait gravement manqué à ses obligations prudentielles en matière de gestion des risques et d'organisation adéquate. En janvier 2022, le banquier portugais, ex-patron de Lloyd Antonio Horta Osorio, est contraint de démissionner. Il avait enfreint à 2 reprises des quarantaines liées aux mesures Covid. Alors que celui-ci prêchait la probité, les révélations passent mal. Il est remplacé par Axel Lehmann, un assureur qui est aussi passé par UBS. Lehmann a siégé au conseil d'administration d'UBS de 2009 à 2015 avant de rejoindre ses rangs exécutifs. En 2016, il a été nommé directeur de l'exploitation d'UBS, poste qu'il a occupé pendant 2 ans avant de devenir conjointement président de la division particuliers et entreprises et président d'UBS Suisse entre 2018 et 2021. Pourquoi un ex-président du concurrent direct de Crédit Suisse se hisse à la tête de la banque? La venue de Lehmann à Crédit Suisse n'est-elle pas dans le but de la faire couler davantage? En août, Ulrich Körner prend la tête de la banque. Surnommé le « couteau », il est connu pour avoir redressé UBS après la crise des subprimes. On salue son efficacité, mais on lui reproche son manque de charisme. Il promet une réorganisation. En octobre, des rumeurs enflamment les réseaux sociaux. Crédit Suisse serait au bord de la faillite. La banque parvient à éteindre la crise, mais des clients commencent à quitter la banque. Ulrich Körner annonce une restructuration majeure, une réduction drastique de la banque d'investissement et l'arrivée d'un nouvel actionnaire, Saudi National Bank, qui prendra près de 10% du capital quelques semaines plus tard, lors d'une levée de fonds. En mars 2023, c'est le début de la fin. La Silicon Valley Bank fait faillite et plonge le secteur bancaire mondial dans la tourmente. Considéré comme vulnérable, Crédit Suisse tangue particulièrement. Dans ce contexte, des propos du responsable de Saudi National Bank, Ammar Al-Quderi, actionnaire majoritaire qui n'envisage pas de soutenir davantage financièrement Crédit Suisse, mettent le feu aux poudres. L'intervention de la Banque nationale suisse qui met à disposition du groupe des liquidités en cas de besoin. Cela calme le jeu pour une courte durée. Dans la nuit de mercredi 15 mars à jeudi, Crédit Suisse a annoncé qu'il allait emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses à la Banque nationale suisse, BNS. Le but est de renforcer le groupe dont le titre s'est effondré en bourse. La banque a, parallèlement, annoncé une série d'opérations de rachat de dettes pour environ 3 milliards de francs suisses. Malgré cela, la confiance peine à revenir et une fusion avec UBS est discutée. Force est de constater que la chute de Crédit Suisse est due principalement à une succession de mauvais gestionnaires et à une culture d'excès de gourmandise au sein de la banque. Même si l'établissement disposait techniquement de suffisamment de fonds pour poursuivre ses activités, la série de mauvais calculs et de scandales au fil des ans a fini par détruire la confiance du marché. Daniel Lampard, économiste en chef de l'Union syndicale suisse, à la télévision publique suisse SRF,
juste avant le rachat de la banque. Il déclare: « Ils ont commis des erreurs, pris des risques qu'ils ne pouvaient pas contrôler et se sont enrichis de manière insensée. » Le Crédit Suisse s'était transformé en puits d'or pour ses dirigeants, causant ainsi sa chute. Pour tenter de rassurer la population et les marchés financiers, le 19 mars à 19h30, une conférence de presse est tenue avec le Conseil fédéral, les représentants de la FINMA, les patrons d'UBS et de Crédit Suisse. À cette occasion, le président du Conseil fédéral Alain Berset déclare: « Dans cette situation difficile, la reprise de Crédit Suisse par l'UBS est la meilleure solution pour rétablir la confiance qui a manqué ces derniers temps chez les marchés financiers et pour contrôler au mieux le risque pour notre pays et sa population. » Il stipule qu'aucune aide de financement accordée à Crédit Suisse ne peut l'aider à se relever. Lors de la même conférence, nous avons écouté Karine Keller-Sutter, conseillère fédérale, regretter le fait que Crédit Suisse, deuxième banque sur le plan mondial, n'ait pas pu surmonter ses difficultés et devra être racheté par son concurrent. Le Conseil fédéral regrette que le Crédit Suisse n'ait pas été à mesure de surmonter ses difficultés elle-même. Cela aurait été la meilleure solution. Le patron du Crédit Suisse, Axel Lehmann, s'est également exprimé à ce propos. Le jour d'aujourd'hui est un jour de rupture historique, triste et difficile pour Crédit Suisse et la place financière. Depuis que j'assume le rôle de président du conseil d'administration, depuis un peu plus d'une année, il nous était clair que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Pour lui, la chute de Crédit Suisse était inévitable. Devons-nous croire qu'en tant qu'ex-patron des UBS, il n'a rien tenté pour sauver Crédit Suisse de la faillite? La date du 19 mars 2023 devient une date historiquement inoubliable, car elle marque l'achat de Crédit Suisse par son concurrent UBS à 3,3 milliards de dollars. Malheureusement, les problèmes n'en finissent pas en ce qui concerne le Crédit Suisse. À croire qu'elle était spécialisée dans la fraude fiscale. Après son rachat par UBS, le Crédit Suisse est accusé d'avoir violé un accord de plaidoyer avec les autorités américaines en omettant de signaler les comptes offshore secrets que de riches Américains utilisaient pour éviter de payer des impôts. Il avait également aidé un homme d'affaires américain à cacher plus de 22 millions de dollars de comptes offshore. Un compte bancaire offshore est un compte ouvert dans une banque qui est implantée dans un pays différent que celui dans lequel le dépositaire ou l'investisseur réside. Il s'agit souvent d'un compte ouvert dans une juridiction qui propose une fiscalité plus avantageuse et des taxes réduites sur les services bancaires. La chute de Crédit Suisse ne laisse pas sa clientèle indifférente, encore moins les médias qui tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mireille Zari, journaliste en économie, se questionne à ce propos. Crédit Suisse vit une crise historique. Lorsqu'on essaie de remonter dans le passé pour voir quand l'action Crédit Suisse a déjà valu 2 francs suisses, on constate que, même en 1989, elle valait 10 fois plus qu'aujourd'hui. Mais alors que s'est-il passé depuis 2009 pour qu'en 14 ans, Crédit Suisse perde 97% de sa substance et se retrouve dépendante des fonds de la Banque nationale suisse? Et que deviendront nos avoirs si on est client? Pour répondre à ces différentes préoccupations, il est important de se demander avant tout comment une grosse banque comme Crédit Suisse peut-elle faire faillite? La banque a enregistré 6 années de pertes sur les 10 dernières années, de 2015 à 2017. De 2021 à 2023, des scandales en série, comme Greensill et Archegos, qui a coûté 5,5 milliards, des correctifs de valeur, des cas de blanchiment, des faiblesses dans les contrôles internes, des épisodes qui ont trahi une gestion des risques obstinément défaillante. Résultat, pertes abyssales de 7,3 milliards l'an dernier, et de 2 milliards en 2021. Il y a aussi l'affaire des filatures, 2019, qui a gravement mis en cause la gouvernance de la banque car la manière dont la banque a planifié et procédé à ces filatures montre d'importantes lacunes dans sa gouvernance d'entreprise. Ainsi, les directives de la banque n'interdisaient pas de suivre des personnes, mais elles ne fixaient pas non plus de règles spécifiques pour ce genre d'activité. Il n'y avait pas de processus de gestion des risques pour cela, ce qui rendait tout suivi dans le système de contrôle interne impossible. Dans la plupart des cas, les décisions de filature étaient prises de manière informelle et sans justification valable. Aucune évaluation documentée des risques liés à ces filatures n'a été faite. Enfin, ces activités ou les raisons qui les motivaient ont été dissimulées. En arrière-plan, une faiblesse stratégique. L'unité de banque d'investissement et de trading, qui avait fait l'identité de Crédit Suisse, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Trop dépendante du marché américain, elle y a perdu ses lettres de noblesse. Il y a aussi l'amende record de 2014, 2,5 milliards, en lien avec la soustraction fiscale de clients américains. Et la difficulté à se développer en Asie, un marché qui s'avère très exigeant.
Au final, après le plongeon boursier de 2022 et la hausse des taux d'intérêt, les rumeurs ont tourné autour du Crédit Suisse telles des vautours, entraînant une hémorragie de fonds de clientèle, qui se poursuivent cette année. Il faut dire aussi que l'histoire tourne en défaveur de la finance traditionnelle, finance qui n'adhère pas à l'avancée technologique dans le monde de la finance, délaissée par les investisseurs, car perturbée par l'intelligence artificielle, la numérisation, l'essor de la quantique. L'évolution de la finance moderne est étroitement liée à celle de l'informatique, des communications et des mathématiques financières. Crédit Suisse n'a pas pris en compte l'évolution technologique et a conservé son côté antique. Des néobanques comme la banque britannique Revolut, néobanque britannique et société de technologie financière qui propose des services bancaires, captent l'essentiel de la valeur. Cette application bancaire créée en 2015 vaut aujourd'hui 33 milliards de dollars, soit 4 fois plus que Crédit Suisse. Une prime à l'innovation technologique récompense d'autres modèles de services financiers, qui se créent ailleurs qu'en Suisse. Ensuite, nous devons nous intéresser aux risques que courent les clients de Crédit Suisse. Tout d'abord, les petits épargnants n'ont rien à craindre. Rappelons qu'en Suisse, les dépôts bancaires sont couverts par une garantie jusqu'à hauteur de 100 000 francs suisses en cas de faillite. Pour les dépôts de cash plus élevés que ce qui est garanti, la banque a mis en place des taux d'intérêt supérieurs au marché afin de les récompenser pour le risque pris. Le rachat de Crédit Suisse par son rival classé premier sur le plan national n'aura-t-il pas des répercussions dans le domaine de l'emploi ? À la fin 2022, Crédit Suisse employait 700 personnes en Suisse et près de 500 dans le monde. Entre 5 000 et 10 000 personnes devraient perdre leur emploi. Des emplois pourraient également sauter à l'UBS. 2 mois après le rachat de Crédit Suisse par UBS, on constate un départ massif des employés de Crédit Suisse, soit environ 150 par jour. Le directeur des ressources humaines de Crédit Suisse nous révèle que les employés partent d'eux-mêmes sans attendre de lettres de remerciement. On constate que dans de nombreux départements, les projets sont suspendus du moins jusqu'à ce que la reprise de Crédit Suisse par UBS soit approuvée, ce qui devrait être le cas d'ici le 12 juin. Le départ brusque du personnel n'est pas surprenant car l'objectif avoué de UBS est de réduire les activités à haut risque de la banque d'investissement de Crédit Suisse et de réduire le personnel. La conséquence du départ des employés est que ces derniers s'en vont avec leur portefeuille client. Alexander Classen, président de FG Private Bank, lors de sa première interview depuis sa prise de fonction, en novembre dernier explique que depuis sa prise de fonction, la banque privée zurichoise, qui gère environ 150 milliards de francs, a recruté 50 gérants de fortune au cours du premier trimestre, dont 30 à 40% en provenance de Crédit Suisse. Il dit avec assurance que d'autres viendront encore. C'est une aubaine pour les banques d'avoir les employés de Crédit Suisse dans leurs effectifs car Crédit Suisse était connu pour avoir les meilleurs étant ceux qui étaient de leurs employés. Le domaine de l'emploi est-il le seul point menacé avec le rachat de Crédit Suisse ? Ce rachat entraîne toutefois une perte de diversité sur le paysage bancaire, car un client qui souhaiterait diversifier ses avoirs entre 2 établissements n'aura désormais pas d'autres grandes banques suisses où le faire. Les entreprises internationales basées en Suisse auront également moins de choix, ce qui n'est pas très bon, car cela signifie qu'il y a un rétrécissement des prestations sur la place financière. Après le rachat de Crédit Suisse par UBS, on se questionne sur le fonctionnement de la banque UBS en tant que plus grande structure financière en Suisse. Le 31 août 2023, UBS a décidé d'intégrer complètement la branche suisse de Crédit Suisse. Cela entraînera la suppression de 3000 emplois. En outre, suite à la fusion, le bénéfice avant impôt d'UBS est estimé à 29,2 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, contre 2,6 milliards de dollars un an plus tôt. UBS s'est fixé pour objectif de réaliser plus de 10 milliards de dollars d'économies et d'achever l'intégration du Crédit Suisse d'ici à la fin de l'année 2026. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.